Monsieur Alpha Kola Baldé, président du parti MAD. Monsieur Baldé, bonjour. Bonjour Wouri, bonjour à toute l'équipe et bonjour à vos millions d'auditeurs. Bienvenue. Comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Bienvenue dans Mirador. Talibé Bari, pour commencer. Monsieur Baldé, Guinéen vivant aux États-Unis depuis plusieurs années, d'entrée, sous quel signe vous placiez le séjour du président Mamadi Doumbouya aux États-Unis avec au passage son discours à la tribune des Nations Unies? Et quel bilan feriez-vous justement de ce séjour du président Mamadi Doumbouya aux États-Unis? Oh, très très bien. Merci encore une fois pour l'opportunité offerte. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Alors, vous me posez la question sous l'angle d'un Guinéen résident aux États-Unis pendant plusieurs années, notamment premier président du Conseil des Guinéens des États-Unis d'Amérique et actuellement acteur politique. Alors, c'est une question très très chargée. Nous allons essayer de la décanter et d'aborder les points de façon méthodique. Nous allons commencer, si vous le permettez, par adresser le diagnostic par rapport au discours qui a été tenu. Et ensuite, je me prêterai aux questions spécifiques relatives à l'appréciation communautaire justement de ce déplacement. Allez-y. Est-ce que cela vous convient? Allez-y, allez-y. Très très bien. Alors, pour ce qui est de la lecture de notre formation politique par rapport à la présence du colonel président à la tribune des Nations Unies, l'analyse de son discours se décline en deux dimensions. Nous avons vu ce discours en deux dimensions. Un, c'est une dimension de la politique extérieure et deux, une dimension de la politique intérieure. Alors, concernant la politique extérieure, il y a deux éléments qui retiennent particulièrement notre attention. Le premier élément, nous avons noté sa dénonciation de ce qu'on peut appeler le paternalisme occidental. Alors, il faut retenir ici que sa dénonciation de l'Afrique à papa trouve quand même un certain écho favorable aujourd'hui dans une Afrique qui a soif d'autodétermination et qui aspire, n'est-ce pas, à l'exercice intégral de sa souveraineté. Donc, c'est une dénonciation qui met en lumière une frustration que les Africains ressentent depuis longtemps. Ça, c'est le premier point qui a attiré notre attention. Le deuxième aspect qui a retenu notre attention par rapport toujours à ce contexte de lecture de la politique extérieure, c'est ce que nous appelons le pro-africanisme. Ainsi donc, en adoptant une position qui n'est ni pro ni anti vis-à-vis des puissances mondiales, pour nous, le colonel a exprimé une posture équilibrée qui est en phase avec la vision stratégique géopolitique du parti MAD. Et nous le félicitons pour cela, pour ce point. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de rappeler que le 4 août 2023, j'avais d'ailleurs publié une tribune intitulée Au seuil d'une nouvelle Afrique. C'est-à-dire une tribune qui consistait à faire des propositions consistant à tracer une voie pragmatique pour un avenir constructif du continent, dans ce contexte de bouleversement que nous observons, de coups d'État, etc. Alors, dans cette tribune, j'avais dit ce qui suit, et il est extrêmement important de revenir sur cet aspect, parce que nous sommes actuellement dans un contexte de panafricanisme, de sentiments anti-occidentaux et autres. Et donc, c'est des points importants à rappeler à la conscience collective et surtout à cette jeunesse qui peut facilement être... Allez-y. Rappelez-nous la partie. Alors, très très bien. Et donc, j'avais eu à dire très rapidement que cette guerre froide entre les grandes puissances ne doit pas, n'est-ce pas, nous entraîner à prendre parti pour l'une d'entre elles. Nous devons garder notre indépendance et notre souveraineté intacte, tout en recherchant des partenariats mutuellement bénéfiques avec tous les acteurs internationaux. Et donc, notre position
ne doit être ni pro, ni anti-occidental, ni pro, ni anti-oriental, ni pro, ni anti-Moyen-Orient. Il est donc ici question d'avoir une approche équilibrée, pragmatique et constructive en privilégiant toujours, n'est-ce pas, les intérêts et le bien-être de notre peuple. Restons sur l'extrait, M. Baldé. Si on fait une comparaison, une analyse comparative entre discours, est-ce que vous auriez été plagié alors? Parce que, évidemment, certains qui ont lu vos tribunes arrivent déjà à cette conclusion. Oui. Ou peut-être que votre extrait, cet extrait a inspiré les rédacteurs du discours du colonel Mamadi Doumbouya. Possible. L'essentiel ici pour nous, c'est de dire quand même que nous nous réjouissons de comprendre que cette vision que nous avons ait pu faire écho au sein de la tribune, n'est-ce pas, des Nations Unies. C'est extrêmement important, hein, c'est extrêmement important ce concept du pro-africanisme. Et je vais vous dire le pourquoi. Voyez-vous, notre continent est à un tournant décisif. Bien, on va, M. Baldé, appuyer, on va appuyer un peu sur l'accélérateur de votre côté pour ne pas être pris au piège du temps qui ne nous laisse pas assez de choix. Alors, très rapidement, pour boucler ce volet du pro-africanisme, ce qui est important de retenir ici, c'est quoi? C'est que nous sommes dans une Afrique... Pourquoi vous parlez de pro-africanisme, Monsieur Baldé, pourquoi vous parlez de pro-africanisme et non de panafricanisme? Est-ce qu'il y a une nuance? Tout à fait. Parce que pour nous, oui, absolument, il y a une nuance. En fait, pour nous, le pro-africanisme n'est rien d'autre que le panafricanisme du XXIe siècle. C'est-à-dire un panafricanisme qui est moins une opposition à l'Occident, mais un panafricanisme qui cherche plutôt à revaloriser ce que nous sommes en tant qu'Africains. Il n'est pas ici question de tourner le dos à l'Occident ou d'être dans des critiques anti-occidentales ou de s'isoler, mais il est ici question de dire réaffirmons notre identité culturelle, réaffirmons ce que nous sommes en tant qu'Africains, soyons ouverts au reste du monde, construisons des ponts responsables, assumons-nous de façon responsable, ne blâmons pas le monde pour les défaillances que nous avons. La meilleure façon de répondre au reste du monde, c'est d'être excellent dans ce que nous faisons, d'être responsable et d'être une source d'inspiration, une lumière sur laquelle le reste du monde aussi peut s'inspirer. Donc, c'est-à-dire de cesser de jouer à cette victimisation-là. Et donc, le panafricanisme que nous avons connu ces derniers temps, c'est un panafricanisme qui est beaucoup plus dans la critique, c'est un panafricanisme qui est beaucoup plus dans le rejet de l'autre. Alors que le pro-africanisme, c'est justement cette posture responsable. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Maintenant, l'autre pan du discours qui est aussi extrêmement important, c'est le côté de la politique intérieure. OK? Maintenant, sur le plan de la politique intérieure, si nous avons donné 20 sur 20 au colonel pour ce qui est de la politique extérieure, en ce qui concerne la politique intérieure, dans un contexte de transition, je dis bien dans un contexte de transition, il y a de sérieuses interrogations. Il y a de sérieuses interrogations parce que lorsque nous avons entendu le procès de la démocratie, l'absence de mention du retour à l'ordre constitutionnel, la référence aux pays arabes où prédomine, n'est-ce pas, la monarchie, l'appel à la CEDEAO de délaisser les questions politiques, etc. Tous ces éléments suscitent de sérieuses interrogations. J'ai entendu beaucoup d'acteurs politiques dire qu'il ne faut plus d'ailleurs se faire d'illusions, qui pensent que, n'est-ce pas, à travers ce discours, que le colonel n'a plus l'intention de rendre le pouvoir. J'ai même eu à échanger avec des diplomates qui ont également exprimé, disons, les mêmes inquiétudes. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que nous pensons, si j'avais été à la place du colonel, j'allais saisir cette opportunité de la tribune des Nations Unies pour réaffirmer le discours de prise du pouvoir, réaffirmer ma volonté de respecter mes engagements et de faire de la Guinée un modèle d'une transition réussie, jetant ainsi les bases d'une nation viable, stable et enviable. Cela est extrêmement important, M. Ouri. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes dans une transition. Il est important de rassurer les partenaires techniques et financiers. Est-ce que vous me suivez? On vous suit. Je dis que dans un contexte de transition, il est extrêmement important de rassurer.
Parce que nous dépendons de ces partenaires techniques et financiers, n'est-ce pas, pour boucler les déficits auxquels nous sommes confrontés. Bien. Nous attendons leur accompagnement pour mobiliser le financement à l'ordre constitutionnel. Dans ces conditions, il faut éviter de semer le doute. Même les révolutionnaires disent, Wouri, que le premier ennemi de la révolution, n'est-ce pas, c'est la confusion. C'est-à-dire le doute. Le doute. Et donc, que ce soit, pour finir ce volet, que ce soit sur le plan social, que ce soit des questions d'économie ou de politique, l'élément le plus important, c'est la confiance. Bien. La confiance. Je dis bien la confiance. Et à ce niveau, pour ce qui est de cette politique intérieure, il y a eu un flou. Et lorsqu'il y a de flou, ça laisse place à toutes sortes de spéculations et vraiment, ça ne rassure pas. Voilà. Voilà donc les deux angles et les deux axes de lecture, d'analyse de M. Kola Baldé, président du parti MAD, sur ce discours du colonel, le procès, le réquisitoire qu'il a fait à la démocratie et à l'international, et l'autre pan qui a consisté à présenter les affaires intérieures où il a donc raté, si vous voulez, donc les attentes liées à la tenue de la transition. Quelques questions seulement avant qu'on ne puisse vous libérer, peut-être et passer à autre chose. Oui, rapidement, Basekou. Dans son intervention, le président de la transition également dit que les putschistes civils sont plus nombreux que les putschistes militaires. Il dit d'ailleurs que c'est le tripatouillage des constitutions, les inégalités sociales, l'endormissement du peuple qui sont à l'origine notamment de ces coups d'État aujourd'hui dans l'espace francophone. Quel est votre avis aujourd'hui sur ce pan de son intervention? Écoutez, nous sommes absolument en partie d'accord avec cette logique qui consiste à dire quand même que certains civils qui ont inspiré assez d'espoir dû au fait de leur longue carrière politique n'ont pas quand même été à la hauteur des attentes. Cela est quand même déplorable. Bien. Mais est-ce que, Monsieur Baldé, est-ce que ce n'est pas inquiétant parce qu'on semble voir un colonel qui fait plutôt l'apologie des coups d'État, l'apologie de l'accession au pouvoir au bout du canon, plutôt que par la voie des élections, puisqu'il critique les joutes politiques, parce que pour lui, la démocratie à l'occidental ne se résume qu'à ces joutes politiques. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer là. Dans un premier temps, il faut condamner, n'est-ce pas, le tripatouillage constitutionnel. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Maintenant, ce que je voulais dire, l'autre pan de mon intervention par rapport à ça, et si vous vous souvenez, j'ai même eu tout dernièrement un ouvrage sur le coup d'arrêt au coup d'État. C'est-à-dire que pour moi, sur les 450 coups d'État qui sont opérés dans le monde les 50 dernières années, plus de la moitié, 214, se sont opérés en Afrique. Bon, je peux comprendre qu'il y ait des soucis, mais pour moi, ces choses ne peuvent pas justifier des coups d'État qui amènent à une confiscation de pouvoir. La logique aurait voulu que, pour moi, les militaires, quand même, jouent le rôle d'un arbitre dans un match de football. Si vous constatez une faute, le rôle de l'arbitre, c'est de siffler et d'aller rectifier les choses et de remettre le ballon à qui de droit pour que le match puisse continuer. Le rôle de l'arbitre, ce n'est pas de siffler la faute, prendre le ballon et dire que maintenant c'est lui qui va jouer et aller marquer. Là, ça force tout le calcul, ça force le jeu. Et donc, je pense que l'avenir de l'Afrique devrait être une Afrique au sein de laquelle nous avons des armées républicaines dont la mission essentielle est axée sur la défense de l'intégrité du territoire. Qui n'interviennent que dans le but de rétablir les choses sans aucune ambition ou sans aucune vision ou sans aucune aucune soif excessive de pouvoir, venir rétablir les règles et puis s'écarter et accomplir la mission régalienne qui est la leur. Donc c'est un peu de cette façon que nous percevons les choses. Maintenant, le procès des questions d'élection, c'est-à-dire ce volet de la démocratie qui a des difficultés en Afrique. Je voudrais très rapidement partager quelques réflexions autour de ça, parce que je suis sur le point de finir un autre ouvrage qui traite spécifiquement de ce volet. Parce que ce qui est clair, c'est que la démocratie copier-coller que nous avons voulu adapter en Afrique s'est heurtée à beaucoup de difficultés. Notamment
en ce qui concerne la conquête et l'exercice du pouvoir. Maintenant, je vais élaborer un tout petit peu, si le temps le permet, par rapport à ce volet très très pertinent de l'ouvrage que je vais publier très très bientôt. C'est extrêmement intéressant. Dans une minute, si possible. Oui, dans une minute, très rapidement. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que la démocratie telle qu'elle a été expérimentée au niveau de l'Occident, c'est une démocratie basée sur un individualisme, c'est-à-dire c'est l'individu, one man, one vote. Alors qu'en Afrique, nous avons un système qui repose sur le système communautaire, sur le communautarisme. Et nous avons du mal et nous aurons du mal à nous débarrasser de ça. Dans ces conditions, le principe de one man, one vote se heurte à des difficultés. C'est-à-dire que les élections en Afrique sont beaucoup plus un exercice pour confirmer des rapports démographiques, c'est-à-dire un simple sondage ethnique, que le reflet en fait d'une position ou d'une vision de l'avenir des nations. Est-ce que vous me suivez? On observe donc deux problématiques qui se posent. Si vous constatez en Afrique, dans toutes les nations, les communautés, la communauté étant majoritaire, donc ayant le nombre, sont des communautés qui sont généralement pro-démocratie parce que ce sont des communautés qui comprennent que le respect de ces règles garantisse, n'est-ce pas, leur accession au pouvoir. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les communautés minoritaires dans presque la quasi-totalité de l'Afrique se sont aussi positionnées excessivement dans les forces de défense et de sécurité. Donc, il y a une sorte de rapport de force ici et tout est piégé. C'est-à-dire, d'une part, nous avons les élections qui auraient dû, n'est-ce pas, porter au pouvoir quelqu'un et à partir de l'instant où tout est communautarisé, les communautés qui s'estiment minoritaires savent qu'à travers ces élections, on ne pourra jamais accéder au pouvoir. Et donc, dans ces conditions, il est extrêmement difficile d'avoir des élections crédibles et transparentes. Parce que la transparence, on connaît déjà les résultats à l'avance. Et donc, une œuvre à découvrir, bien entendu, très très prochainement. Apparemment, on n'est là plus, on n'a plus de retour chez M. Kola. On va revenir, on lui reviendra. La quintessence est captée. Une courte pause avant qu'on continue pour les 7 minutes qui nous restent.